Si l'on mettait bout à bout les fleuves, les rivières, les ruisseaux de notre région, on obtiendrait un total de 74 000 km. Si on ajoute à cela la façade atlantique, sans oublier les lacs, les étangs, les marais, on comprend pourquoi la Nouvelle-Aquitaine est une terre très prisée des amateurs de sports nautiques. Des pratiques d'une grande diversité. Nous commencerons par une descente en canoë dans une partie méconnue du plateau de Mille Vaches. Vous découvrirez ensuite un tout nouveau sport en plein essor, physique exigeant, le sauvetage côtier. Je vous emmènerai ensuite sur l'île d'Oléron parcourir en stand-up paddle les impénétrables marais. Enfin, nous nous rendrons au Pays Basque pour suivre les adeptes d'un sport identitaire, culturel, les courses en traînière, cap sur la Nouvelle-Aquitaine, au royaume des sports nautiques. Les dunes, le sable, la mer, l'un des paysages identitaires de la Nouvelle-Aquitaine, une spécificité que l'on peut lui envier. Avec 230 km depuis la pointe du Médoc jusqu'au sud des Landes, la région possède en effet la plus longue plage de tout le continent européen. Réputée pour sa beauté, cette côte atlantique n'en est pas moins l'une des plus dangereuses. Tous les étés, les aires de baignade sont surveillées par les maîtres nageurs sauveteurs. Leur formation physique intense, exigeante, a fini par donner naissance à une nouvelle discipline, le sauvetage côtier sportif. Au club d'Osgore, comme tous les mercredis, c'est entraînement. Salut Adrien. Ils sont pas vieux là, ceux qui sont à l'eau, ils ont quel âge? La plus petite a 6 ans, effectivement la petite a 6 ans et le plus grand il doit avoir 8 ans, pas plus. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc là, le but c'est de passer les vagues et de revenir, mais surtout le faire correctement, se retourner au bon moment, essayer d'un peu d'affronter leur peur, parce que c'est encore une catégorie, ils ont peur. Donc même si c'est une grosse vague, il va falloir quand même agir correctement et bien sûr revenir avec cette vague. Appréhender ce milieu si particulier qu'est l'océan, j'imagine ça fait partie des motivations, notamment des parents. Ouais, bien sûr, quand ils nous les amènent quand ils sont petits pour l'été, les petits ils ont 5 ans, bien sûr c'est pas forcément un choix des petits, mais les parents ils ont envie d'être en confiance. C'est là où est l'enjeu, on essaie de comprendre l'océan, il y a des vagues, il n'y a pas de vagues, il y a du courant là, donc on va peut-être pas y aller. Tu les sens plus sûrs après, là, les petits, quand ils ont commencé à avoir vos conseils et puis à affronter leur peur, comme tu dis? Oui, effectivement. Quand on les a régulièrement tout un été ou à l'année, quand on leur pose des questions, ils commencent à comprendre. Bon, mais attends, là, il y a une vague. Non, là, il n'y a pas de vague, je vais pas aller là. Là, il y a des rochers. Non, c'est pas pour moi. Mais la vague, je vais la prendre comme ça et ça va me ramener. Même s'ils ont un peu peur, ils vont quand même faire l'exercice. On a changé de catégorie là, on est plutôt quoi, 9-11 ans? Exactement, des poussins, ouais. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont là, ils sont en train de faire l'épreuve des beach flags. Des beach flags? Beach flags, ouais. Donc, drapeau de plage, quoi. Exactement. Le but du jeu, c'est d'aller rattraper un bâton qui se situe derrière eux le plus vite possible. Du coup, pour tester leur réactivité, la tonicité, la course sur le sable. Et là, le bâton, il représente la main d'une victime qui se noie. Donc là, c'est l'épreuve type qui représente le sauvetage. Je vois qui s'équipe des planches, ça veut dire que ça part à l'eau. Okay. Vas-y, je te laisse prendre les commandes. Allez, c'est bon, on y va. C'est impressionnant, hein? Oh, la troupe qui arrive là. On se met juste au sud de l'épi rocheux. Ok, alors, comme chaque fois, commençons les vagues derrière. Doucement, les uns après les autres. Petit. Moyenne, moi, ça me dit rien du tout. Petit. Je veux une taille. 1m50.
1 mètre. Elle casse où les vagues? Au bord. Ok, du coup, donc il va être où le danger? Au bord. Ok, donc comment on fait pour éviter ce danger? On se met bien assis à l'arrière pour bien freiner, d'accord, pour pas descendre sur le sable. 30 minutes sans s'arrêter, on passe une fois à la nage, on revient, on passe en planche, on revient. 30 minutes sans s'arrêter. On passe la vague, on revient. Le sauvetage côtier sportif est né en Australie en 1902 quand les premiers sauveteurs se sont amusés à se lancer des défis. Très vite, de véritables compétitions sont organisées. Le surfboat est l'une des épreuves les plus spectaculaires. Ils sont un équipage, un qui est à l'arrière et qui manœuvre le bateau et 4 qui rament. Il faut percuter la vague le plus vite possible avec de la vitesse. Ils font le tour d'une bouée, ils reviennent bien sûr avec cette vague. Et là, on surfe avec le bateau. Eh ben, si tu la surfes et si tu la gardes jusqu'au bout, ben, tu as plus de chances de gagner la course. Le sauvetage côtier sportif, longtemps réservé aux pays du Pacifique, est en plein essor en France. Plus de 300 clubs, 65 000 licenciés, des compétitions nationales et internationales pour lesquelles on se prépare comme des athlètes de haut niveau. Ok Eric, on a vu que tu étais super intéressé, on t'a préparé une épreuve avec nos champions. Simple, sauvetage en planche. Tu partiras à la nage jusqu'à Kevin qui est en planche. Une fois que tu as Kevin, tu lèves la main, ça donnera le signal de départ. Ok, après Oyana viendra te chercher et il faudra revenir le plus vite possible. Go! Allez, plonge, ouais, cool. Il nage super bien Eric, hein? Et allez Oyana, go! Elise, go! Ça va être drôle. Et mine de rien, super bien Eric. Très très bien. Alors, bilan. Pour une première fois, c'était très très bien. Bientôt, Yana, tu vas faire la même chose, mais je le souhaite pour toi avec un meilleur équipier. C'est quoi ta prochaine compétition? C'est en novembre pour les championnats du monde en Australie. C'est-à-dire que tu pars au championnat du monde en Australie? Oui, Donc ça signifie en équipe de France? oui, c'est ça. Eh, quand même, on a une championne. Effectivement. Il y a à peu près 300 clubs en France. Comment ils se situent, les clubs de la côte landaise et basque? Ben, c'est simple, dans les 3 premiers français avec Cabreton, Hossegor et Biarritz, on est dans les 3 premiers. Donc l'Aquitaine est championne de France en quelque sorte. Effectivement, ouais. Et puis c'est comme ça depuis quelques années. Depuis quelques années, c'est comme ça, ouais. Oyana, on te suivra pour ces championnats du monde. Voilà, vive la France et puis vive l'Aquitaine et puis surtout vive Hossegor. C'est ça. Merci à vous en tout cas, c'était super. Merci. Merci. Nous partons maintenant en Limousin, sur le plateau de Millevaches. D'une altitude moyenne de 800 mètres, ce grand espace granitique aux confins du Massif central est parfois surnommé le château d'eau de la France. Il faut dire qu'on y trouve un nombre impressionnant de cours d'eau, de tourbières et de lacs. Créé artificiellement après-guerre afin d'alimenter une centrale hydroélectrique, le lac de Vassivière est, avec ses 10 km², l'un des plus vastes de France. Dans les années 70, on eut l'idée d'en faire un site touristique. Paris gagné, avec ses plages, ses zones de pêche et son centre international d'art et du paysage, un espace unique d'art contemporain en pleine nature, Vassivière est l'une des plus grandes attractions de Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi le terrain rêvé pour les amateurs d'aventure. Celle que Florent, moniteur du club de canoë-kayak des Moutiers et guide nature, va partager avec Eric, est arrangée dans la catégorie sportive. Alors Florent, explique-moi où est-ce qu'on se trouve? Alors là, nous sommes donc sur la Molde, sur le plateau de Millevaches. Et nous sommes donc sur la rivière qui alimente le lac de Vassivière. C'est une petite rivière qui fait à peu près combien de distance? Alors là, la Molde est une rivière qui est très longue, qui fait plus de 70 km.
Mais là, actuellement, on est sur une portion qui fait 6 ou 7 km et qui part du lac de Faux, depuis l'usine hydroélectrique, et qui va se jeter sur le lac. Donc là, on fait juste une petite portion sur un lâcher d'eau d'EDF. Quel âge tu avais quand tu as fait pour la première fois cette descente sur cette rivière, la Maulde? C'était à mes tout débuts de kayak, j'avais 7 ans à peu près. Et à 7 ans, tu te souviens de ce que tu avais ressenti en naviguant ici? De la peur, mais aussi des belles sensations, des premières belles sensations aussi en kayak qui m'ont peut-être aussi donné envie de continuer cette discipline. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'on est entouré d'une nature, alors j'allais dire sauvage, mais on sent qu'il y a quand même l'emprise de l'homme qui est là, en tout cas préservée. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un environnement très préservé, tout simplement. Mais parce qu'il y a quand même peu d'habitants, hein. Donc la nature reprend facilement ses droits. Et aussi, du coup, il y a peu quand même de pollution. Regarde, on va en profiter pour faire un petit arrêt. Et regarde, est-ce que tu vois cette butte qui est juste devant là? Ouais. Et bien, en fait, ici, nous sommes sur le site d'anciens barrages, enfin plutôt des étangs, qui datent d'avant la Révolution, qui appartenaient en fait à l'époque aux moines. Donc pour se procurer du poisson frais, ils avaient des sortes d'immenses pêcheries. Donc ils avaient toute une succession d'étangs. Donc à la Révolution, ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont ouvert aussi toutes ces digues, donc, et l'eau s'est engouffrée et a libéré plein de terres fertiles dans la vallée. Et ils ont récupéré toutes les belles terres pour cultiver. Je vois des portes de slalom, ça signifie que c'est aussi sportif, cette rivière. Oui, alors voilà, ici c'est le petit parcours de slalom pour s'échauffer avant les rapides, que l'on va aller affronter Tu me donnes envie. de ce coup de pagaie. Allez, c'est parti. J'essaye de passer la porte. Alors, Sans allez, toucher. en descendant. Sans toucher. Ah là, ah là là, ah là, 2 secondes. Ouais, je n'ai même pas passé. Et la 6, la 6. On arrive au pont. Oh, voilà, là c'est bien. Ah, ah, ah. Et on est arrivé au lac. C'est la fin. Quel spectacle. Ça s'ouvre tout d'un coup devant nous. L'horizon devient XXL. Et encore, on voit pas tout, hein. On voit qu'un petit bout. Ce n'est pas un lac naturel, c'est une création de l'homme. Dans quelles circonstances? Alors oui, en effet, c'est l'homme qui a construit ces barrages après-guerre, donc dans les années 50, tout simplement dans une démarche de produire l'électricité. Aujourd'hui, c'est un espace fabuleux pour les amoureux de la nature, du sport comme toi. C'est un très beau terrain de jeu, oui, pour tous les passionnés de sport nature et puis de nature en général, hein, même. Hein. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi beaucoup de patrimoine à découvrir, il y a de la culture également, et puis après il y a aussi tous les loisirs de randonnée, de cueillette de champignons. Je me trompe ou ici tu as trouvé un certain équilibre, toi? On vit avec les saisons ici et c'est ce qui est quand même chouette, de se reconnecter à la nature et puis aussi de découvrir du coup les gens dans un milieu autre que le stress éventuellement qu'il peut y avoir en ville ou des choses comme ça. C'est un bon équilibre de vie ici. On a l'impression d'être dans une vie vraie. Voilà. 35 km de long, 8 au plus large, l'île d'Oléron est après la Corse la deuxième plus grande île métropolitaine. Avec une telle façade maritime, on pourrait croire que les Oléronais sont avant tout des marins répondant depuis toujours à l'appel du large. Il n'en est rien, car Oléron est une île de terriens qui ont savamment su utiliser les particularités de ce territoire à fleur d'eau entre océan et continent. Julien Capmas, professeur de voile, est venu s'installer sur l'île pour profiter de l'Atlantique. Rapidement, il s'est mis à pratiquer le stand-up paddle pour goûter autrement les vagues océanes. Mais depuis quelques années, c'est un autre terrain qu'il explore, une terre amphibie, un labyrinthe aquatique au milieu de l'île. Toi, le marin, tu as eu la drôle d'idée de venir explorer cet endroit avec cet engin, le paddleboard. Voilà, bah écoute, c'est un peu le hasard qui m'a amené là.
en me promenant tout simplement. Par curiosité, j'ai découvert le site et je me suis aperçu que très vite, à pied, on était un petit peu limité. Alors j'ai essayé de prendre une planche à voile, une pagaie et je suis parti sur les chenaux sans vraiment savoir où j'allais. En fait, c'est un super outil pour découvrir ce milieu parce qu'on est debout. Assis, c'est un petit peu frustrant. T'as quand même envie de voir tout ce qu'il y a autour. Le paddle, c'est tellement rapide à l'apprentissage. Tu as 10 petites minutes de mise en jambe, tu es un peu crispé. Et puis ensuite, tout de suite, tu vas commencer à regarder le paysage. Donc un moyen de locomotion quasi hawaïen pour découvrir les marais Saintonge, c'est ça? Oui, exactement. C'est vrai que de notre point de vue, on voit pas les étendues d'eau. Mais en fait, c'est énorme. Il y a un tiers de l'île qui était recouverte de marais. Il n'y a rien de plus beau que la liaison de la mer et de la terre, en fait. Et là, on est en plein dedans. Donc, le fait de savoir que là, il y a des crabes, des crevettes, des poissons, et en même temps, parfois des vaches qui viennent là sur les bords, c'est quand même tellement insolite. On est quand même sur un milieu qui a été complètement transformé par l'homme ici. Au départ, c'était un marais maritime. On ne pouvait pas en faire grand-chose. Donc la mer rentrait régulièrement. Et à la fois, on s'est dit, on va exploiter le marais pour cultiver le sel. Ça, c'était dès le 9e siècle. Et en plus, en creusant le marais, on a mis la terre sur les bords, qu'on appelle les bosses, et on a pu commencer à faire de l'agriculture. Ça raconte une page de l'histoire importante de toute cette région, l'or blanc, le sel. Alors évidemment, on n'a plus conscience, puisque tout ça a été abandonné. Mais dès le 9e siècle, ça a démarré pendant pratiquement 1000 ans. C'est l'histoire économique et sociale de l'île. On est loin des plages, des touristes, et c'est là aussi Oléron. Oui, c'est bien de prendre conscience que voilà, c'est qu'une petite partie de l'histoire de l'île, le tourisme. C'était avant tout un pays de paysans, en fait, l'île d'Oléron. C'est beaucoup plus grand là où est-ce qu'on se trouve? Là, on se trouve sur le grand chemin de la Pérotine. C'est lui qui prend sa source à la mer et voilà, qui va abreuver après plein de petits canaux qui vont eux-mêmes nourrir les marais salants. Là, si on va jusqu'au bout, on arrive où? À Boyarville. Donc on arrive à la mer, quoi. À l'embouchure, voilà. Ah, dis donc, là, on sent le vent. Ah, là, tout d'un coup, c'est plus la même. Oh. Alors, vent et courant de face, c'est-à-dire que là, il faut engager le corps. Allez, on va passer carrément de l'autre côté pour faire moins d'efforts. Alors, on reconnaît le prof de voile, hein, ici. Il lit le vent. Vite, vite, à l'abri. Qu'est-ce que tu trouves, toi, dans ce marais que tu ne trouves pas ailleurs? Moi, au public, tout le monde dit la même chose. Ce qui est impressionnant, c'est la sérénité. Il y a quelque chose, un calme, une quiétude dans le marais qui est absolument incroyable. Et là, avec la lumière du soir, c'est... T'es posé, je sais pas, c'est cotonneux, c'est un moment de rêve, quoi, vraiment. T'es dans la nature, t'es pas à côté, voilà. Nous partons maintenant au Pays Basque. Seul rade abrité entre Arcachon et l'Espagne, Saint-Jean-de-Luz est l'un des plus anciens et des plus importants ports de Nouvelle-Aquitaine.
C'est dans un sport identitaire du Pays Basque, les régates de trainière, que cette histoire maritime trouve aujourd'hui écho. Eric embarque pour un entraînement au soleil couchant avec l'entente Labortico Arraun Taldea. Audrey, explique-moi l'origine de ces bateaux, de ces trainières. Qu'est-ce que c'était? Alors la trainière, c'est un bateau pour la pêche côtière. Ça serait des pêcheurs de Fontarabie qui auraient inventé le filet tournant pour les sardines et les anchois. Et pour ça, il fallait un bateau léger et rapide. Donc c'est comme ça qu'on en est venu à créer ce bateau étroit, long et relativement léger. Alors ça, c'était la pêche. Mais alors comment le sport, lui, est né? Il y avait l'idée d'être le premier sur le banc de pêche, d'être le premier pour vendre le poisson au port. Donc de là, il y a petit à petit des défis qui sont apparus de manière officieuse entre les différents ports. Et petit à petit, il y a même eu, à partir de la fin du 19e, des régates officielles. Donc en fait, les pêcheurs pêchaient sur leur trainière la semaine. Et le week-end, ça arrivait qu'ils aient des régates. Pauline, tu es ce qu'on appelle la patronne. Ça veut dire quoi exactement? Je crois que ça veut dire que je dois guider le bateau et faire en sorte que l'équipage tienne jusqu'au bout. Et après, pendant l'effort, je lance des séries ou des choses comme ça pour remobiliser l'équipe. En tout cas, c'est super impressionnant d'être avec vous parce qu'à chaque mouvement que vous donnez, je sens la puissance que vous dégagez. Vous en avez conscience de cette puissance, Audrey, ou pas? Ben non, pas forcément. Je peux vous le dire, moi je le sens en tout cas. C'est où il y a un truc d'équipe, hein. On le sent là, vous êtes toutes... S'il y en a une qui ne fait pas bien, tout échoue, quoi, c'est ça? Ouais. C'est grâce à l'équipe qu'on tient, je pense, parce que tout l'hiver, à s'entraîner 5 fois par semaine, s'il n'y avait pas l'équipe... 5 fois par semaine? Moi, j'aurais pas tenu. Ah ouais? Je pense que je suis pas la seule. Ouais. Ah mais quel investissement vous avez tous, c'est dingue. Ah oui, ça demande... On est obligé, si on veut faire la concha à Saint-Sébastien, on est obligé. Être qualifié pour la Concha, c'est déjà une consécration. Car cette régate, organisée chaque année depuis 1879 dans la baie de Saint-Sébastien, est considérée comme les Jeux Olympiques pour les amateurs de trainière. La course est un tel événement qu'elle est diffusée en direct à la télévision basque ETB. Explique-moi, Chabi, le déroulement d'une course, comment ça se passe? Donc c'est 3 séries de 4 bateaux et on a une course donc, de 5 km et demi à réaliser, 3000 marins. Donc une course, ça dure 20-21 minutes. Le cœur à fond pendant 21 minutes. L'équipage, c'est quoi? 13 rameurs au total? 13 rameurs et le patron. Vous finissez dans quel état une course? C'est très dur physiquement. C'est vrai que c'est un sport... on tourne 180-190 pulses pendant 20 minutes. Donc c'est vrai que souvent on va voir en fin de course des rameurs quasiment en train de vomir sur les côtés parce que physiquement c'est assez brutal. Finalement, c'est plus qu'un sport. C'est un sport parce que vous dépensez de l'énergie, mais on sent qu'il y a quelque chose avec ta culture, votre culture. Oui, c'est vrai. En plus, nous, on est le seul club ici en Labour, en Pays Basque Nord. Et on se bagarre tous les week-ends pendant l'été contre tous les autres clubs du Pays Basque Sud et de la Cantabrie. Donc c'est vrai qu'on a ce petit côté, c'est la défense du clocher, quoi. Il y a une dimension culturelle dans ce sport. En fait, c'est du patrimoine. Ah, c'est fondamental. Si ce sport n'avait pas cette dimension culturelle, patrimoniale, il n'existerait plus. On ne le vivrait pas de la même façon. Est-ce que tu penses qu'un jour une équipe française gagnera la course, la Concha des Saint-Sébastien? Ça va être compliqué. Mais quand même bon, on a planté des petites graines, on est sur le chemin.
Disons que c'est un bon début. Ya hemos conseguido la victoria, o sea que no es poco.